avec 10 ans au Canada où je parle 99% de mon temps en anglais, il y a des moments où je vais vraiment la faire à la Jean-Claude Van Damme. Je m'excuse d'avance. Me faire dire par mon boss qu'il faudrait que je mette plus de maquillage, comme ça j'aurais plus, je ferais plus de contrats, etc. Tout ça, c'est arrivé en France. Comment tu crées la nouvelle génération de compagnies qui vont en fait balancer les émissions de carbone positives avec des émissions de carbone négatives. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui interviewe les ingénieurs au parcours atypique dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce troisième épisode, je reçois Axelle Mitchell, directrice stratégie et transformation chez RBC, la plus grande banque du Canada. Axelle vit à Toronto au Canada depuis 10 ans, alors vous vous doutez bien que j'en ai profité pour lui parler de culture nord-américaine et des différentes façons de bien se comporter dans ce pays finalement assez méconnu, mais riche en opportunités professionnelles. Nous avons parlé de management de carrière lorsque l'on est une femme ingénieure, de management tout court en abordant des sujets comme la communication ou encore la motivation par la culture de résultat et non par le micromanagement. Enfin, Axelle nous expliquera comment elle travaille à changer le système de l'intérieur, c'est-à-dire à initier la transition écologique du côté des financements bancaires en tenant compte des contraintes économiques et culturelles du pays dans lequel elle vit. Pour les habitués ou pour ceux qui nous rejoignent sur ce podcast, bienvenue à vous d'abord. Si vous voulez m'encourager et pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à noter l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour le faire remonter dans le classement et le rendre encore plus visible. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page buymeacoffee.com/systemsales pour participer financièrement à l'aventure. Je vous mets le lien dans la description. Enfin, si vous êtes une entreprise désirant sponsoriser l'émission justement, vous pouvez m'envoyer un email à contact@systemsales.fr. Pour tous ceux qui s'intéressent à la vente, je vous conseille un nouveau podcast. Son nom, Débuter dans la vente, de mon ami Igor. C'est un podcast qui traite les différentes thématiques liées à la vente, la négociation et la persuasion, afin de t'aider à vendre plus et mieux. Vous le trouverez sur toutes les plateformes. Mais avant, je compte sur vous pour écouter jusqu'au bout cet épisode. Allez, je vous laisse en compagnie d'Axelle. Bonjour Axelle. Bonjour. Il est quelle heure là au Canada ? Il est 9h du matin à Toronto et on a eu un été très très intéressant, donc même s'il est que 9h du matin, il fait déjà 30 degrés ici, donc voilà. Ah, bah t'as de la chance parce que sans faire un podcast sur la météo, en France cet été, je pense que c'était particulièrement catastrophique. Et spécialement au Havre, on ne dépasse pas la barre des 17 degrés, donc voilà, on est sur un plateau. Je pense qu'on n'arrive pas à casser le plafond de verre là. C'est le plafond de verre, ouais. C'est le plafond de verre au Havre. Excellent. T'as pris ton café ? Je suis en train de le boire. Je vais le boire pour le reste de l'enregistrement. Ton tonneau de café, je devrais dire. C'était pas ton petit café. T'as pris ton tonneau de café à l'américaine ? Non, en fait, je bois que du thé. Mais effectivement, quand je regarde mon époux, il boit 3 litres de café le matin. Donc c'est une autre manière d'apprécier le café. C'est ça. Et je pense qu'il met du sirop d'érable dans son café aussi. Non, ça c'est un cliché. On en met juste sur nos pancakes. Ah, d'accord. Tout. Ok. C'est ça. Ok. Donc pas trop de clichés aussi aujourd'hui dans l'épisode. On va essayer de faire de notre mieux. Ouais. Donc Axelle, je suis très content de t'accueillir. Alors juste, on va être totalement transparent avec vous tous. Axelle et moi, on a été sur les mêmes bancs de l'INSA, sur la même promo. Après, Axelle a très mal tourné. Elle a fait une spécialité mathématique. Elle va nous expliquer ça un petit peu. Et moi, je suis parti vers le département un peu plus de l'élite énergétique et propulsion. Voilà. Donc j'ai souhaité t'inviter Axelle aujourd'hui parce que déjà tu vis au Canada depuis très longtemps et puis tu as un parcours un peu particulier. Voilà, tu as un métier que je ne comprends pas et que tu vas pouvoir nous expliquer. Axelle est directeur de la transformation chez RBC. Je te laisse te présenter. Vas-y. Donc oui, là je suis un directeur en fait dans l'équipe de stratégie et transformation qui est en fait, si tu veux y penser ou si tu veux une analogie, c'est une équipe qui fait du conseil interne pour RBC, Royal Bank of Canada, qui est la plus grande banque en fait du Canada.
D'accord. Donc, ce que je fais dans ce genre de travail, et donc j'ai dit pour le moment, pour une bonne raison, j'expliquerai dans une minute, mais là, ce que je fais, c'est que vraiment, j'engage avec mes sponsors internes. Donc, je travaille vraiment qu'avec des gens de RBC, et puis on les aide pour définir des stratégies. Un bon exemple de ça, c'est quand Covid est arrivé, il y a énormément de choses qui ont changé pour les banques. Je te donne un exemple très facile. D'un coup, plus personne ne retirait d'argent dans les guichets automatiques. Donc, il y avait beaucoup moins besoin de cash, mais il y avait beaucoup plus besoin de monnaie digitale. Donc, il y a eu vraiment un énorme besoin de transformation, et donc on avait vraiment besoin de gens qui pouvaient retourner et rafraîchir des stratégies très rapidement. Donc, c'est ce que je fais. Sur la taille de RBC, c'est quoi pour situer? Parce qu'on imagine le Canada. Déjà, on pense toujours à l'échelle de la France, mais le Canada en termes d'échelle géographique, c'est monstrueux. RBC, c'est combien d'employés? Ça représente combien financièrement, rapidement, juste pour avoir des ordres de grandeur? Oui, bah écoute, t'as raison. Donc le Canada, c'est énorme. On n'est que 34 millions d'habitants, mais on a plusieurs réseaux horaires, etc. RBC, c'est 80 000 personnes, c'est 80 000 employés. Ah oui, d'accord. Donc c'est une des plus grandes boîtes du Canada. C'est aussi une des banques qui a été désignée comme too big to fail après la dernière crise économique. Et RBC, en fait, c'est un écosystème de tous les systèmes financiers auxquels tu peux penser. On a ce qu'on appelle capital market et wealth management. On a ce qu'on appelle personal and commercial banking, qui est plus, tu sais, ta carte de crédit ou ton compte chèque. On a les comptes épargne. Donc, on a énormément de différentes capacités financières. Et donc, en termes de profit, on vient d'annoncer nos profits là dans nos résultats pour notre dernier trimestre, et on est à 4,3 milliards de profits. D'accord. Ah oui. Donc un mastodonte de la finance et une boîte de taille voilà, très très conséquente, quoi. Oui. Ok. Et bah écoute, et du coup bah ouais, ce qui m'a déjà intrigué quand j'ai revu ton CV, qu'on a repris contact, c'est voilà, on a à peu près le même parcours dans l'école, on a 2 départements différents. Comment on passe donc d'ingénieur spécialiste en mathématiques à directeur de la transformation de la plus grosse banque du Canada? Ben en fait, si tu regardes mon parcours, je pense qu'il y a une chose qui est très très claire dans mon parcours, c'est une diversité d'expériences. De la même manière que je suis partie de chez moi pour aller à l'INSA à 17 ans, juste après l'INSA, je suis allée faire un autre diplôme à l'ESSEC en business. J'ai commencé en conseil. J'ai commencé en conseil en pharma. J'ai bougé au Canada. Au Canada, je suis passée de l'industrie pharmaceutique à l'industrie des télécoms, et ensuite des télécoms à la banque. Je pense que vraiment, pour moi, c'est une idée de bougeotte, et c'est une idée je vais trouver des jobs qui vont me donner des opportunités d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. D'accord. J'ai entendu l'ESSEC, c'était après l'INSA, c'est ça? C'est ça. Juste après l'INSA, je suis allée faire comment t'appelles ça, un master spécialisé en stratégie et affaires internationales. De ton point de vue, qu'est-ce qui a le plus orienté ta carrière? Le fait d'avoir fait l'ESSEC, ça a quand même propulsé ta trajectoire. Comment les deux se sont imbriqués ensemble? Alors, quand je pense à ce que j'ai vraiment appris de l'INSA, j'ai vraiment appris la beauté des maths et la beauté de la logique et de la structure des mathématiques et des sciences dures. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de l'INSA. Je pense que le master spécialisé à l'ESSEC, ça m'a donné 2 choses. Effectivement, ça m'a donné une vue de l'entreprise qu'on n'avait pas du tout à l'INSA, en tout cas à l'époque. Tu sais, de comprendre c'est quoi les questions que quelqu'un en stratégie va se demander, c'est quoi les questions que quelqu'un en procurement va se demander, c'est quoi les questions que quelqu'un en marketing va se demander. Donc ça m'a permis en fait de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus que juste des maths, et je pense qu'au final ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je me rappelle quand j'étais à l'INSA et je parlais à mes collègues à l'époque qui faisaient nos stages d'ingénieurs, et je me rappelle, on avait en particulier dans l'équipe GM, on avait pas mal de gens qui partaient faire des stages à Dassault par exemple, et qui avaient vraiment des tout petits mandats de stage. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment genre, c'était une petite boîte, et c'était une pièce du puzzle, mais ils voyaient pas le puzzle en entier.
Et je pense qu'en fait, l'avantage d'avoir un dual diplôme, comme ce que j'ai fait, c'est que tu peux te positionner de la même manière que je me positionne aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me positionne, quand j'ai un entretien pour un nouveau job, etc., je dis toujours, la première chose que je dis, c'est que je suis quelqu'un qui vraiment base mes décisions sur les données, sur les maths, etc. Mais c'est le fait que je suis aussi capable de délivrer des stratégies, de voir ce qu'on appelle the big picture. Et donc au final, je pense que la réussite, ça n'a pas été l'ESSEC ou ça n'a pas été l'INSA, ça a été vraiment le doublon et le fait de dire je peux faire la stratégie et je peux faire le côté un peu plus livraison en gros. Ok, l'INSAD a donné les bases techniques et je pense que c'est ce qu'on retrouve pour un ingénieur méca ou quoi. Et après, l'ESSEC, toi, t'as donné des bases, on va dire, de stratégie, de marketing, de comportemental dans l'entreprise. Et tout ça s'imbriquant parfaitement ensemble et aujourd'hui faisant que, bon, en plus de ton expérience professionnelle, faisant de toi un élément intéressant sur le marché du travail, on va dire ça comme ça. Oui, après il y a aussi une très très belle chose qui est très importante et je ne sais pas si j'aurais pu avoir la carrière que j'ai aujourd'hui si j'étais restée en France. Et il y a quelque chose qui est très très intéressant, moi ce que je me suis rendu compte, donc comme j'ai dit, après mon master spécialisé à l'ESSEC, j'ai commencé dans une boîte de conseil et cette boîte de conseil qui s'appelle ZS Associates, c'est une boîte de conseil qui était spécialisée en stratégie dans l'industrie pharmaceutique. Et donc j'ai fait 3 ans avec eux en France. Et ils avaient une office un bureau au Canada. Donc j'ai demandé mon transfert, j'ai fait 3 ans au Canada. Et après je me suis dit ok, je vais faire quelque chose d'autre. Je veux comprendre un peu c'est quoi être dans l'industrie. Et ici au Canada, j'ai eu des offres dans l'industrie pharmaceutique, mais j'ai aussi eu une offre par exemple dans l'industrie des télécommunications. Et c'était super intéressant pour moi. L'idée, je me suis dit oh mon Dieu, mais je peux bouger d'une industrie à une autre. Je peux montrer et démontrer en fait honnêtement d'une industrie à une autre. Quand t'as besoin de créer une stratégie, quand t'as besoin de la livrer, quand t'as besoin de parler à des gens, 70% du travail, c'est du sens commun, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'industrie. C'est ton éthique, etc. Ouais. Tu penses que le fait d'avoir fait ça au Canada, ce transfert entre les verticales professionnelles ou de secteur est beaucoup plus facile au Canada qu'en France? Moi, de mon point de vue, en France, c'est très compliqué de changer de verticale. C'est-à-dire que quand tu t'es étiqueté industrie, tu as du mal à trouver un emploi dans le digital, surtout quand tu es ingénieur. Voilà. Est-ce que toi, tu penses qu'au Canada, c'est plus open? Ah, absolument. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, après 3 ans au Canada, je voyais mes collègues qui étaient restés en France et qui joignaient, donc qui partaient du conseil, mais qui joignaient des industries pharmaceutiques. Donc j'ai plein de collègues de mon temps à ZS en France qui sont chez les boîtes genre les Roche, les Pfizer, etc. Alors pas de souci, c'est des très bonnes boîtes, mais qui sont vraiment restés dans l'industrie pharmaceutique pour le choix qu'ils ont fait à 24 ans de joindre cette entreprise. Je pense qu'il y a un truc au Canada qui est très intéressant, c'est le Canada a une culture d'éducation continue qui est beaucoup plus forte qu'en France. Où il y a énormément de gens en fait qui ont besoin par exemple d'aller travailler et qui retournent à l'école plus tard. Tu le vois avec les MBA qui c'est très nord-américain les MBA, mais il y a beaucoup de gens qui retournent à l'école même pas pour faire un MBA, mais pour vraiment continuer à leur éducation. Et donc je pense qu'il y a vraiment cette idée que il y a beaucoup plus d'opportunités de changer sa carrière et de faire des choses complètement différentes. Et donc moi, résultat, quand je suis allée en telco ou maintenant, quand j'ai discuté avec des gens dans la banque, pendant très très longtemps, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de m'excuser en disant oui, je sais que j'ai pas 15 ans en banque, etc. Mais les gens me disaient non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement le point de vue différent que t'as construit en étant en pharma. C'est le point de vue différent que t'as construit en étant en telco qui va nous intéresser au final. Et donc il y a vraiment une célébration d'un point de vue différent et d'une diversité de points de vue. Alors qu'effectivement en France, je me rappelle quand j'ai dit que j'allais bouger en telco avec certains de mes collègues, ils m'ont dit non mais on se revoit dans 2 ans quoi. J'aime bien le mot que tu as employé, on célèbre un peu l'expérience de la personne et sa différence. Et j'écoutais justement un podcast sur le management qui les études encouragent complètement la diversité par rapport les parcours et les profils aussi, alors qu'on a tendance peut-être dans certaines industries à engager des profils
très très similaires. Enfin, je sais pas si tu connais les profils MBTI, justement, qui permettent un peu de caractériser le profil des gens. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Et il y avait une étude qui montrait qu'au sein de Siemens, 80% des gens avaient le même profil MBTI. Et du coup, ça influence fortement, je pense, la culture de la boîte. Et ça l'enferme peut-être dans des stratégies trop rigides, trop figées. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me rappelle d'avoir fait ce test à différents points de ma carrière, et j'ai changé de profil. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai changé de profil. Mais ce dont tu parles, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je pense qu'on a aussi un mouvement nord-américain en termes de management, de social justice qui est probablement un peu plus avancé qu'en Europe. En tout cas, quand je parle à mes parents, des fois, je leur parle de choses, ils me disent mais non, mais ça, on parle pas comme ça en France. Je dis non, mais c'est important, tu sais, de dire ça, de faire en sorte que les gens se sentent. On parle beaucoup de ce qu'on appelle psychological safety ici, par exemple. Tu sais, donc le fait de vraiment créer un environnement où les gens se sentent confortables pour te dire. Parce que si les gens se sentent pas confortables pour te dire je me suis trompé, ça veut dire que les gens seront pas confortables pour te dire j'ai une idée non plus. Et effectivement, ce que tu es en train de décrire, où tu as 80% des gens qui ont le même profil, tu crées des phénomènes et je sais pas c'est quoi le mot en français, mais en anglais, on appelle ça un phénomène de groupthink. Hein, et le groupthink, ça veut dire de pensée unique. De pensée unique. Ce qui se passe dans la pensée unique, c'est que quand t'es dans le succès et quand t'es dans une pente ascendante, la pensée unique, c'est très bien. C'est quand il y a un problème qui arrive. Que la pensée unique, au final, c'est là où tu te plantes, en fait. Je rebondis là-dessus. Tu as parlé au Canada, on a la culture de dire les choses, d'avoir un environnement qui autorise les gens à parler, donc dans l'entreprise. Et alors, je sais qu'en France, c'est intrinsèque, c'est dans notre ADN, on râle. C'est la première chose qu'on fait. Comment ça va aujourd'hui ? On râle, on raconte ses problèmes. C'est vachement bien. Alors après, il faut savoir les gérer en tant que manager. Mais j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout cette culture du problème, ou enfin d'exprimer ses problèmes, surtout en entreprise, et que des entreprises avaient dû mettre en place un petit peu une obligation aux gens en réunion de venir et les obliger à dire ce qui allait pas, parce que sinon, en fait, finalement, elles n'arrivaient pas à corriger les processus, les choses comme ça, parce que les gens n'exprimaient pas automatiquement les problèmes qu'ils avaient à leur management. Comment ça se passe au Canada, justement ? Je pense que ton analyse est toujours vraie au Canada. Je pense que c'est un peu plus nuancé. Il y a définitivement une spécificité française. Et j'essaie de l'expliquer des fois aux gens où je dis, tu sais, en France, quand t'as 10 choses qui se passent et t'as 9 de ces choses qui se passent bien, on va parler de la chose qui se passe mal. Ah c'est vraiment mais c'est très intéressant, hein, et ça crée des discussions, et on aime débattre, et on aime s'affronter, mais on est aussi très capable en France de s'affronter et de s'engueuler, hein, même au travail, sur un sujet, et puis de partir et de pas avoir de sentiments derrière. Enfin, tu vois, c'était genre c'était une bonne discussion, c'était un bon débat. C'est ça. On a effectivement, t'as raison, aux États-Unis, c'est pas du tout la culture, et au Canada, c'est quelque chose sur lequel, même au jour d'aujourd'hui, après 10 ans, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai des difficultés. J'ai une tendance à être assez intense et assez intense d'abord. Être française ou pas, j'étais intense quand j'étais à l'INSA. Je pense que tu t'en rappelles. C'est ce que j'allais dire. Déjà, toi, dans ton caractère de mémoire, enfin après, t'as sûrement évolué. Quand on s'est connus, t'avais un franc-parler tout à fait naturel, et c'était plutôt un avantage. Je suppose que ça n'a pas dû être facile de gérer ce franc-parler dans une zone nord-américaine, justement. Non, c'est difficile. C'est toujours difficile, même au jour d'aujourd'hui, pour être très très clair, et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille. Je pense qu'il y a le franc-parler, je pense qu'il y a mon ton. Je peux avoir un ton qui est un peu qui peut être un peu sec. Mais c'est mon ton naturel, hein, c'est pas quelque chose sur lequel je joue, c'est vraiment ça. Et sur ton point, c'est que moi, quand je pense qu'il y a un problème, je vais le dire. Est-ce que c'est bien perçu, justement ? Est-ce que ça participe au fait que une boîte comme RBC se dit, ou d'autres boîtes que tu as fait avant, se disent on a besoin d'Axel, parce que justement c'est quelqu'un qui dit les choses, et nous, dans notre environnement, c'est pas si naturel, donc. On va dire que le feedback est mitigé. C'est-à-dire que d'abord il y a des gens qui ont beaucoup de mal ici à engager de cette manière-là, parce que il y a des gens qui vont entendre si je dis non mais attendez, ça marche pas, c'est con quoi. Les gens ils vont entendre
que je leur dis qu'ils sont cons. Tu sais, quand je dis cette idée est stupide, il y a certaines personnes qui vont entendre je suis stupide. Et donc, c'est universel, je pense. Hein, c'est universel. Ouais. Alors, bon, d'abord, il faut faire attention à ces mots, etc. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille, les mots, le ton, etc. Et c'est toujours un peu difficile parce que, en fait, on me retourne en me disant, mais pourquoi est-ce que t'es émotionnel? Et je dis, mais, je comprends pas pourquoi on essaye d'attacher le fait d'être émotionnel quand je dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand je dis qu'il y a un problème, ça veut pas dire que c'est ce qu'on appelle gaslighting, on le met sur moi alors qu'on n'est pas en train de parler du problème. C'est quelque chose que je comprends pas non plus, mais c'est une façon de fuir le problème pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils vont ramener la discussion sur toi quand ils sont en difficulté, qu'ils n'ont pas envie de discuter le truc. Ça arrive dans plein d'entreprises. Hein. C'est quand quelqu'un est déstabilisé ou t'as mis sur la table un sujet qu'il fallait pas mettre. C'est ouais, oh là là, pourquoi c'est toi. Ils te remettent ça sur toi. Ouais. Après, moi, ce que je me rends compte, c'est que, alors effectivement, mais après, il y a aussi plein de gens qui apprécient. Parce que justement, il y a beaucoup de gens en Amérique du Nord qui n'ont pas cette culture. Et donc, résultat, le fait d'avoir quelqu'un qui parle et qui dit, mais attendez, il y a un problème ici. Et le fait d'avoir quelqu'un qui n'hésite pas à le faire en public, ça crée aussi un élément ou un modèle. Tu sais, juste quelqu'un où il puisse se dire, bah, si, regardez, elle peut le faire. Ça ne l'empêche pas d'être respecté dans son travail, ça ne l'empêche pas d'être reconnu dans son travail, et donc ça permet de créer au moins un point et un rôle modèle sur lequel ils peuvent se référer. En général, les gens avec qui je travaille, ils me disent non, il faut que tu continues de parler. Les gens qui me disent oui, il faut que tu engages un peu différemment, c'est généralement plus mes supérieurs. Après, il y a un truc qui est très très vrai aussi, c'est que moi j'en suis à un point là et ça m'a pris. Et peut-être que pour les gens qui t'écoutent et qui écoutent ce podcast, au moins ça leur prendra pas 15 ans. Parce que moi, ça m'a pris 15 ans pour arriver là. Mais je me rends compte aussi que arriver et dire non, mais attendez, c'est con, ou il y a un problème, ça n'avance rien, en fait. Ça n'avance rien. Et donc, ce que je suis vraiment en train d'essayer de réapprendre, c'est comment engager de manière positive. Et donc, tu peux commencer avec le problème, mais c'est comment être partie de la solution. Et pas juste du problème. Comment tu fais alors justement? Parce que je pense que c'est un truc. Bon, moi je le fais aussi. C'est typiquement français. Effectivement, notre management américain nous dit bon, arrêtez de toujours venir avec des problèmes. C'est bien de les dire, mais il faut amener des solutions un petit peu. Mais effectivement, nous, je pense que c'est pas une façon de dire voilà, il y a des problèmes, je fais rien. C'est une façon de le communiquer. Donc qu'est-ce que tu changes justement dans ta communication? Bah d'abord, il y a un côté, alors je pense qu'on a tous entendu cette expression, mais il y a les Américains ont ce qu'ils appellent le sandwich feedback. Ils commencent avec quelque chose de positif, puis le négatif, puis ils finissent avec quelque chose de positif. D'accord. Donc il y a vraiment cette idée d'abord de communiquer aux gens ce qui marche. Je pense est important parce que ça engage de manière positive. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi au lieu d'arriver de dire aux gens ça aujourd'hui ça ne marche pas. Il y a une autre manière qui est très intéressante d'engager qui dit moi quand je pense à ce que la vision long terme ou ce que je veux à la fin c'est quoi, d'accord? Donc si par exemple j'essaie de trouver un exemple qui n'est pas lié à mon travail. Je vois ce que tu veux dire parce que on avait fait un atelier de travail sur la transformation, comment engager le changement et effectivement si tu arrives en disant bon bah les gars ouais la meilleure moyen d'engager sur la transformation, c'est de mettre sur la table l'urgence, mais d'abord aussi de rallier les gens à toi, à ce fait d'urgence, à ta vision, et à la vision, en fait, après engager les gens sur ta vision. C'est ça. Et ça marche pour n'importe quel. Je te donne l'exemple même d'une chaîne une supply chain, ça marcherait aussi, où t'arrives, tu dis, au lieu d'arriver et de dire, bon, attendez, les gars, ici, il y a 3 endroits où notre chaîne de production, elle marche pas, et ça nous prend 1 semaine pour produire un truc qui devrait nous prendre 2 jours, qui est un truc très français à dire. Au lieu de dire ça, t'engages et tu dis, moi, je pense qu'on pourrait y arriver, et notre objectif, ça devrait être, de pouvoir délivrer, le produit fini en 2 jours. Comment est-ce qu'on arrive là? Et c'est aussi le fait d'engager les gens ensuite et de dire comment est-ce qu'on arrive là? C'est quoi le problème à ton avis? Comment est-ce qu'on fait pour sortir le problème? Donc c'est vraiment plus en fait c'est d'arriver c'est d'abord d'engager positivement et de dire ce qui marche bien, c'est de développer cette vision de c'est quoi ton résultat à la fin et ensuite honnêtement, c'est aussi d'engager les gens. Les gens ils ont pas envie d'entendre quand t'arrives et que tu leur dis non seulement t'as fait ça et c'est nul, mais voilà comment tu vas le faire prochainement. Les gens, ils veulent entendre, hey, je pense qu'on peut le faire d'une meilleure manière.
comment est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? Et les gens, ils participent dans ce cas-là. Mais ça me fait penser exactement à une anecdote, il y a une situation de cette semaine où on devait émettre un devis et la personne en face reçoit le devis et le format lui convenait pas en fait. Donc bon, voilà, pour des raisons X ou Y, est-ce qu'il a raison, pas raison, on s'en fiche. Et la personne vient me voir en disant un tel, il me fait suer, il veut pas de mon devis sous cette forme, la forme que je lui ai donnée elle est parfaite. Et il y avait deux façons d'aborder les choses. C'était de lui dire bah écoute, maintenant tu rechanges, tu fais comme il veut et puis point barre. Et je pense que ça n'aurait pas marché, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais je lui ai dit écoute, qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre cette commande. Il y en a pour 500 000 euros. Tu la veux pas? Moi, je la veux. Je pense que tu la veux aussi. Ouais, je la veux. Bon, voilà. Donc, tu rallies la personne à l'objectif. Et la deuxième façon, je dis de toute façon, il y a le gars, tu le connais, c'est pas un caractère facile. Donc, soit on va au tampon et on va rien solutionner et puis ça va partir en cacahuète. Soit on prend sur nous, on mange notre chapeau et on essaye de trouver une solution qui lui convient. Et rien que de décrire de la picture, c'est moi qui fais des anglicismes, rien que de décrire l'image et de le faire adhérer à l'objectif. Après, j'ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et de lui-même, il a trouvé une solution auquel je n'avais même pas pensé, qu'il a mis en route, il a refait selon un truc, et hop, ça s'est résolu de lui-même. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée en fait c'est de manager par tâche ou de manager par résultat et par end vision, et ça crée une dynamique complètement différente en termes d'engagement des employés, en termes de résultats, en termes de diversité, de pensée aussi à nouveau. Tout à fait. Axel, je vais changer un peu de sujet. Je reviens un petit peu à ton évolution et ton parcours. Quand je reprends la proportion de femmes dans l'école à l'INSA, je ne sais pas si on retrouvait un petit peu la même proportion à l'ESSEC. D'ailleurs, tu pourras nous dire ça. Mais comment tu as vécu un petit peu le positionnement sur ta carrière justement en tant que femme? Et est-ce que le fait d'aller à l'étranger, ça a aidé, tu penses aussi à t'ouvrir plus de portes que si tu étais resté en France? Oui, alors non, l'ESSEC a été un peu plus, il y avait beaucoup plus de femmes à l'ESSEC, en GM. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs à l'INSA, mais moi ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement dans notre classe préparatoire, déjà il y avait beaucoup moins de femmes. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé en première ou deuxième année en termes d'orientation, mais on a eu 90% des femmes qui sont allées en chimie. Donc effectivement, en GM, on avait 10 nanas, 50 mecs, enfin voilà. Donc non, l'ESSEC c'était beaucoup plus... il y avait toujours plus d'hommes, mais on n'était pas dans le même genre de proportion. Honnêtement, j'ai commencé dans le conseil, qui n'est pas vraiment le secteur du marché où il y a le plus de femmes, en particulier parce qu'il y a une espèce d'environnement dans le conseil où on espère que les gens vont travailler 60 à 80 heures par semaine, qui vont pas avoir trop de d'obligations domestiques, etc., etc. Et donc, si t'es pas une jeune femme sans enfant, très souvent c'est un peu difficile. Et puis il y a un côté un peu boys club. Donc il y a un côté où effectivement, tu sais, où les hommes se network et se sponsorisent les uns les autres, et où t'es un peu tout seul. Est-ce que moi tu me dis conseil et je pense à la série, et là on est dans le top cliché, mais je pense à la série Suits et je crois qu'on peut pas faire pire en termes de clichés, c'est-à-dire les nanas en tailleur qui marchent en bougeant les hanches, les mecs au summum de l'image du mec qui doit être viril, super costard, je gagne plein de pognon en faisant des fusions-acquisitions et je vais boire des coups avec mes potes et voilà, enfin voilà, la série top cliché. Moi, quand tu me parles de je suis dans une boîte de conseil, je pense à ça tout de suite. C'est ça ou pas du tout? Il y a de ça. Il y a de ça. Ok. Il y a de ça. Écoute, ça permet de resituer. Il y a de ça. Je suis en banque. Je travaille dans une banque. Il y a de ça aussi. Mais tous les banquiers sont pas comme ça. Tous les consultants sont pas comme ça. Et puis généralement, les gens qui sont comme ça, enfin, tu t'en rencontres très rapidement. Et c'est pas généralement des gens qui veulent travailler avec des femmes comme moi, surtout avec mon franc-parler. Donc, au final, ça a rarement été un problème dans ma situation parce que ces gens-là ne voulaient pas travailler avec moi, de toute façon. Je dis pas que la série est machiste du tout parce que les personnages les plus importants
et les héroïnes sont des femmes. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau du dress code et de la façon de voir la société, le rapport à l'argent, etc. Bon, parenthèse fermée, mais revenons à toi. Comment Parlons de la place des femmes. Non, mais parlons de la place des femmes pour une... Ouais. Non, mais alors... Non, mais la parenthèse de la série, hein, je parle. Oui, pardon. Mais la place des femmes, non, on peut passer un peu plus de temps dessus. Au contraire, c'est intéressant. Mais écoute, alors, moi, ce que je vais te dire, d'abord, le Canada. Bon, je vais commencer avec le Canada. D'abord, le Canada, c'est un bon pays pour les femmes. Il faut savoir que le Canada, en termes de qualité de la vie, c'est vraiment avec le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède. Donc c'est très progressif. Alors ici, je mets un petit astérisque déjà, pour être très clair. Le Canada, c'est très très bien, sauf si tu fais partie des populations indigènes et autochtones, où là le Canada a quand même besoin de travailler. Comme je l'ai dit, on est dans le top 5 en termes de qualité de vie. On est numéro 64 quand il s'agit de la qualité des réserves indigènes et des réserves autochtones. Donc juste je fais une pause pour 1 minute. Le Canada, c'est un très beau pays. Je suis très très fière d'être canadienne. Je suis canadienne aujourd'hui, j'ai ma citoyenneté. Ça veut pas dire qu'on n'a pas encore des progrès à faire dans notre communauté en termes d'inclusion. Bon, d'accord. Je dis ça. Bon, au niveau des femmes, au moins c'est dit. Au niveau c'est dit. Justin, si tu nous écoutes, voilà, Axel est disponible pour un débat. C'est ça. Si tu veux qu'on parle, ça tombe bien puisqu'on a une élection le 20 septembre maintenant. Donc, s'il veut me parler, je lui parle. Mais non, d'abord le Canada, c'est une culture occidentale et industrialisée. Donc en termes de droits, ça va être très similaire en France, comme en France. On a le droit de voter, j'ai le droit de conduire, j'ai le droit d'avoir mon nom sur un chèque. D'une manière aussi très intéressante, la culture nord-américaine ou la culture anglo-saxonne est moins agressive envers les femmes que la culture méditerranéenne. Moi, les pires situations que j'ai eues en termes de femmes, c'est-à-dire prendre des mains au cul, au travail, me faire dire par mon boss qu'il faudrait que je mette plus de maquillage, comme ça j'aurais plus, je ferais plus de contrats, etc. Tout ça, c'est arrivé en France. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, oui. Non, mais attends, moi, j'ai quand même eu un collègue qui m'a mis une main au cul et quand je suis allée me plaindre à mon supérieur direct, il m'a dit non, mais je pense que tu n'as pas compris ce geste. Et je me dis, non, mais si, j'ai compris ce geste. C'est très difficile de ne pas le comprendre, hein. Donc, non, c'est vraiment, ça n'arrive, en tout cas, ici, ça ne m'est pas arrivé. Et après, je pense qu'il y a 2-3 choses qui sont différentes. D'abord, en Amérique du Nord, il y a une plus grande proportion de femmes qui décident de devenir femmes au foyer. Le phénomène des housewives, ça reste une vraie profession. Si tu penses au Canada, tu peux prendre jusqu'à 12 mois de congé maternité, pas payé à 100%, hein, mais tu as 12 mois de congé parental, que tu peux partager avec ton conjoint. Il y a beaucoup moins de systèmes de crèche si tu penses vraiment à ce qui s'est passé. Et ça, au Canada, à part au Québec, parce qu'au Québec, c'est très, ils ont beaucoup d'aide gouvernementale sur la garde d'enfants, mais sinon c'est très très difficile à accéder, c'est très très cher. Je te donne l'exemple à Toronto, une garde d'enfants pour un enfant, c'est entre 1200 et 2000 $ par mois. Ils te facturent à la minute, c'est-à-dire que si ton gamin, il faut que tu ailles le chercher à 5h de l'après-midi et que tu arrives à 5h05, ils te facturent 5 minutes. Et si jamais ton gamin est malade un jour et donc tu dois le garder chez toi, tu te dis je vais pas payer ce jour-là. Ah bah si, il faut que tu le payes. Parce que si tu décides de négocier, il y a tellement de listes d'attente parce qu'il y en a pas assez que les mecs, en fait, ils vont te remplacer par quelqu'un qui est d'accord pour payer 5 jours, même s'il n'utilise que 4 jours. Donc, il y a vraiment un plafond de verre. Spéciale dédicace à tous les parents qui râlent en France parce qu'ils ne trouvent pas de garde d'enfants. Voilà. Pensez au Canada. Pensez au Canada. Pensez au Canada cette année. Détendez-vous, appelez Axel et pensez au Canada. Elle va vous expliquer comment c'est. Non, mais attends, il faut te rappeler aussi, cette année, avec Covid, nous, on a été en lockdown complet. Cette année, moi, tous mes collègues qui ont des enfants, ils ont eu leurs enfants entre octobre et juin, pratiquement tout le temps. Et donc, je vois très bien, je visualise très bien. Et donc, on a ce qu'on appelle un vrai plafond de verre. Et ils ont fait des études pendant très longtemps où ce qu'ils se sont rendus compte, et je ne sais pas si les gens qui écoutent ce podcast sont au courant, mais nous, une des grandes parties de l'immigration qu'on a au Canada, donc, le Canada, c'est un pays d'immigration, faut être très clair. Probablement, ça aide quand on parle de diversité de pensée. Le fait d'avoir 20% de ta population qui est de première ou de deuxième génération, ça crée un système où t'es toujours un peu nouveau. Mais résultat, dans notre immigration, on a beaucoup d'immigration qui vient d'Asie. En Asie, ils ont un système et un noyau familial qui est quand même encore beaucoup plus solide.
que les noyaux je dirais de la culture de l'Ouest. Et donc résultat, à Toronto, ils avaient fait une étude il y a des années de ça, où ce qu'ils s'étaient rendu compte, c'est qu'après 40 ans, il y avait les femmes qui travaillaient, tu voyais un shift dans la proportion des femmes qui venaient de foyers d'origine asiatique, et une des principales raisons, c'est parce qu'en fait, elles avaient un réseau de support familial qui était beaucoup plus fort. Donc, Et donc c'était beaucoup plus simple pour elles. Ouais, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, à un moment donné, il y a un choix qui se pose dans le couple. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour que les deux, le père ou la mère travaillent. Donc, tu as peut-être une proportion plus importante de femmes qui décident de rester à la maison. Donc, ça veut dire que toi, en termes de femme qui a décidé de privilégier ta carrière, est-ce que tu dépeins un petit peu et tu évolues dans un milieu d'hommes ou pas? Et est-ce que moi, j'ai l'image aussi de la working woman aux États-Unis qui, justement, pour faire sa place, doit se battre beaucoup plus, qui est vraiment à fond. Enfin, on est sur des caractères quand même très marqués. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi ou... Non, alors il y a un vrai plafond de verre, c'est vrai. Mais après, d'abord comme je l'ai dit, il y a un respect de la femme au foyer. Donc si tu décides de devenir femme au foyer, il va pas y avoir ce côté un peu genre qu'on peut avoir en France en termes de femme au foyer. Ouais, c'est vrai que l'image est pas très positive quand tu emploies cette expression. Naturellement, ça connote ouais, c'est ça. Mais même rappelle-toi la culture américaine, Desperate Housewife. Il y a aussi ce côté où les housewives, tu sais, les housewives de New York et toute cette espèce de TV reality show de Bravo. Donc il y a aussi une connotation négative, mais moi je connais plein de femmes qui ont décidé de rester au foyer et il y a pas de niveau péjoratif. En termes de femmes au travail, je pense que alors bien sûr, il y a des femmes qui absolument sont ce que tu viens de décrire, donc tu sais avec en fait des attributs qui sont très masculins en termes de dureté au travail et ce genre de choses. Mais non, on a quand même on a un vrai mouvement de femmes. Moi, quand je vois dans ma boîte là, quand je vois les femmes qui sont VP, SVP, d'abord, on n'est absolument pas à 50%. On a encore du travail. Ok, on est à 30 à 40% de femmes exécutives, donc on n'est pas dans un système égalitaire. Il y a du travail, il y a du travail en termes de compensation. Même au niveau des femmes exécutives, on n'est pas à 70 cents au dollar. C'est même pire en termes de femmes exécutives. Ils viennent de faire une étude à nouveau en termes les variations en termes de paie sont phénoménales. Après, moi, quand je vois mon équipe exécutive, alors au niveau des ce qu'on appelle le C-suite, donc CEO, CFO, etc., encore très mal pour sûr, mais en dessous de ça, énormément de femmes qui ont énormément de succès, qui sont énormément reconnues et qui n'ont pas eu besoin en fait de démontrer ce dont on parle ici, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas eu besoin de démontrer cette agressivité dont on est en train de parler là. D'accord, je comprends. Parce que j'ai l'impression en ce moment que bon, c'est très bien, on recherche une parité au point de vue des dirigeants dans les entreprises, etc. Mais j'ai l'impression que ça se fait un petit peu à marche forcée et qu'il y a une discrimination. Non, pardon. Il y a l'opposé d'une discrimination. Ouais, c'est l'opposé de la discrimination. Il y a une discrimination positive où justement on va chercher à positionner des femmes coûte que coûte à des postes alors avec pour justement atteindre cette parité. Donc est-ce que ce que tu décris là, tu dis il y a beaucoup de femmes qui sont à des postes très hauts dans ton entreprise. Toi tu dis ça s'est fait naturellement sans forcément forcer le trait ou enfin tu sais peut-être pas mais tu penses qu'il y a eu quand même un effet de recherche de parité, donc on pousse un petit peu des profils plutôt féminins que masculins, ou pour toi c'est tout à fait naturel Non, alors je pense qu'il y a une vraie discrimination positive. Après la discrimination positive, il faut aussi se poser la question et je comprends je comprends ton hésitation sur la question. Mais si tu penses, la raison pour laquelle tu as une discrimination positive, c'est pour essayer de casser en fait cette espèce de all boys club mentality. Le problème, c'est que le groupe think, ça n'arrive pas parce que les gens ils se disent je ne veux parler qu'à des gens que je connais et qui pensent qu'à moi.
La raison pour laquelle tu as un group think, c'est que les gens ils disent moi dans mon réseau, je m'attache à des gens avec lesquels j'ai des choses en commun parce que c'est comme ça qu'on crée nos relations sociales. Et c'est les gens ensuite que je vais recruter, etc. L'idée effectivement de dire quand tu poses la question, quand tu embauches maintenant un SVP, etc. L'idée de te poser la question est-ce qu'il y a un candidat un peu plus divers qui aurait pu faire le job, et de se poser la question de manière importante, je pense que c'est important. Parce que ça vient pas de manière naturelle. Par exemple, j'ai une citation, il y a 35 ans, Françoise Giroud, donc une femme française, l'a dit très bien. Elle a dit, la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. La raison pour laquelle je pense que c'est super important, c'est parce que quand on dit mais attendez, ils ont choisi cette femme-là parce que c'est une femme. Alors d'abord, il y a un risque, c'est le risque de tokenisation. C'est-à-dire que cette femme, quand c'est la seule femme que tu l'as choisie et tu l'as choisie parce que c'était une femme, d'abord, elle a une énorme cible rouge dans le dos. Parce que quand cette femme-là, elle va se planter, tout le monde va dire, vous voyez, c'est parce que c'est une femme. Alors que si c'était un mec qui s'était planté... Et rien que ça, c'est déjà fou parce que on se poserait pas la question si c'était un homme. Mais comme c'est une femme, tu te dis, est-ce qu'elle a été choisie parce que c'est une femme. Et donc, tu te poses la question, alors que tu te la poserais pas si c'était un homme. C'est ça. Et le jour où elle se plante, parce que tout le monde se plante, les gens, ils disent, vous voyez, on l'a mal choisi. Alors que si c'était un homme et il s'était planté et il était incompétent, les mecs, ils auraient juste dit, c'était pas la bonne personne à recruter. Donc, il y a énormément de travail. Mais ce que tu dis, c'est que finalement, il y a énormément de travail, mais on est obligé de faire cette discrimination positive pour changer les mentalités. Mais écoute, si on le fait pas, moi je vois alors je vais te le dire d'une manière très féministe, on a donné aux hommes 50 ans pour y arriver, et puis ils y sont pas arrivés. Si tu regardes, ils ont fait une recherche, je crois qu'il y a plus de CEO au Canada qui s'appelle Michael que de CEO femmes. Non. Ah oui. Un truc comme ça. Alors c'est peut-être pas Michael, c'est peut-être Daniel, mais c'est l'idée en fait, c'est de dire à un moment ou à un autre on a donné, c'est la discrimination positive, c'est on a flagué il y a 50 ans qu'il y avait un problème de représentation, pas seulement pour les femmes mais aussi de représentation des gens de couleur. Et puis les gars, vous avez eu 50 ans pour y aller et puis vous y êtes pas allés, donc à un moment ou à un autre faut mettre des mécanismes en place, quoi. Du coup, on change complètement de sujet. On va parler un peu d'écologie. Tu m'avais dit que c'était un des sujets que tu voulais aborder et qui t'impacte au quotidien dans ton travail. Tiens, justement, en introduction, comment justement la question écologique qui est urgentissime aujourd'hui, et je pense au Canada, il y a sûrement un conflit de conscience entre l'économie qui s'appuie beaucoup sur le oil and gas et justement l'urgence écologique. Comment ça se passe au Canada et comment toi tu le vois de ta fenêtre justement? Je vais commencer d'abord avec mon travail. Dans mon travail là aujourd'hui, dans mon équipe de stratégie en transformation en gros, j'ai beaucoup été focalisée les 18 derniers mois dans ce qu'on appelle tout ce qui est ESG. ESG, ça veut dire Environmental, Social and Governance. D'accord. Et donc c'est vraiment tout ce qui impacte tout ce qui est climat, mais c'est aussi tout ce qui est diversité et inclusion et ce genre de travail. Donc j'ai eu la chance dans mon travail là de vraiment pouvoir voir comment une banque peut impacter et peut supporter vraiment le combat en termes dans le changement climatique. Et comment, du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se caractérise au quotidien? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, en tant que compagnie, il y a vraiment une chose que tu peux faire, c'est faire en sorte que tes opérations internes soient les plus vertes possibles. Donc, ça veut dire typiquement pour nous d'arrêter d'envoyer potentiellement des factures en papier. Ça veut dire d'avoir une banque, ça a beaucoup de branches. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte que tes branches aient des lumières LED? Comment est-ce que tu fais en sorte que tes branches ne soient pas n'émettent pas trop de mon Dieu, alors là par contre mes termes techniques sont en anglais, donc n'émettent pas trop d'émissions. Donc il y a vraiment un système complet en termes de tes opérations internes.
Donc ça, c'est surtout au niveau opérationnel interne. Toi, tu essaies de il y a gérer trois ça au choses. niveau interne. Ouais. Il y a trois niveaux. Il y a tes opérations internes, donc c'est ce que je te donnais comme exemple. Tout à fait. T'as tes relations aussi avec tous tes comment tu dis ça, tous tes fournisseurs. Donc faire en sorte que tes fournisseurs, typiquement par exemple, tu aies des fournisseurs qui soient divers. Donc comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir des fournisseurs qui ont des femmes dans leur board directeur? Comment tu fais en sorte d'avoir des fournisseurs qui n'aident pas ou qui ne favorisent pas le travail des enfants si tu as des fournisseurs dans certains pays qui peuvent faire ça. Comment tu fais en sorte d'avoir des fournisseurs qui sont verts? Et ensuite, nous en tant que banque, faut être très clair, la banque c'est vraiment un mouvement de capital. Et donc la question c'est t'as raison, c'est le Canada est une entreprise, est un environnement qui est une économie qui et à une grosse portion de l'économie du Canada, c'est soit l'industrie du pétrole, avec tout ce qui est oil sand. On a une province entière où la plupart de l'économie c'est le pétrole. On a énormément de bois aussi. Donc on a énormément et on a une grosse partie de notre économie qui est impactée par toutes ces questions climatiques. Et donc la banque, qui est vraiment un mouvement de capital, la banque a énormément de potentiel pour aider. Alors, et comment tu fais pour aider? Peut-être dans la transition. D'accord? Donc, aider dans la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, tu n'arrêtes pas de donner de l'argent à tes compagnies pétrolières, c'est pas ce que tu fais, mais tu travailles avec elles pour avoir un plan de transition. Parce qu'il faut être très clair, demain, j'arrête de donner de l'argent à mes compagnies pétrolières. Pas de problème. D'abord, t'as une autre banque qui va leur donner de l'argent, donc ça n'a rien changé. Et de deux, disons que toutes les banques arrêtent de donner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font les gens en Alberta qui ont plus de travail? Ils perdent leur taf, ils perdent leur maison, et t'as une descente sociale complètement folle. Donc c'est plus en termes comment tu aides dans la transition pour ce genre de compagnie. Comment tu aides à apporter plus de capital pour des nouvelles compagnies qu'on appelle clean-tech, qui font des trucs du genre séquestration de carbone ou qui aident qui font des recherches en termes d'hydrogène. Comment tu crées la nouvelle génération de compagnies qui vont en fait balancer les émissions de carbone positives avec des émissions de carbone négatives. Donc tu as vraiment énormément de travail que tu peux faire là-dessus. D'accord. C'est vrai que de toute façon, je ne sais plus qui faisait la comparaison, mais sortir du pétrole, c'est comme faire une opération chirurgicale à cœur ouvert et de retirer le cœur et ce qui alimente aujourd'hui toute l'économie. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Par contre, c'est vrai qu'il y a, sans rentrer dans les détails, mais au niveau du oil and gas, on a une branche qui doit être plutôt conventionnelle et je pense dont on se passera jamais. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, les extractions de sable bitumineux, tu parles de l'Alberta, je suppose, C'est ça. c'est un truc de malade. Enfin, je veux dire, au niveau environnemental, alors oui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, mais d'un point de vue environnemental, à un moment donné, tu te dis, est-ce que il vaut mieux vaut pas arracher le pansement tout de suite d'un coup sec, vu les dégâts que ça fait, que de faire une redescente en douceur. Et je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu es en train de penser de la quatrième wave et de Delta et de Covid? Au final, la meilleure manière d'arrêter ça, ce serait d'être comme dans le film Contagion, où tu mets tout le monde reste chez soi pendant un an, personne travaille, mais ton économie est complètement en train d'éclater. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de discuter, même avec une variante Delta qui est plus contagieuse et donc potentiellement plus mortelle, juste par loi du nombre. On n'est pas en train de dire allez, tout le monde s'en met à la maison. On est en train d'essayer de continuer à marcher parce que l'économie a besoin de continuer en fait. Donc il y a déjà un virage qui est amorcé où il y a justement sur cette partie de l'économie là, tout le monde a conscience au Canada qu'il faut arrêter. Est-ce qu'il y a déjà un virage qui est amorcé pour réduire petit à petit et faire ça en douceur? Et toi tu dis nous on accompagne ça, on soutient cet élan au niveau bancaire parce qu'on dit attendez, les financements vont s'assécher. Est-ce que c'est ce que tu dis? Et du coup, est-ce que vous avez évalué l'impact justement sur l'environnement, sur le réchauffement climatique d'une telle mesure? Est-ce que vous avez arrivé à estimer D'abord, le Canada est très intéressant pour ça. Je sais qu'on a commencé le podcast en parlant de météo et tu disais non, mais on va pas parler de météo. Les Canadiens sont des gens qui vivent dehors. D'abord, faut être très clair là-dessus, d'accord? On a un environnement magnifique, on a des milliers de lacs, des parcs naturels, des montagnes pour skier.
Et t'as un hiver où t'es coincé 3 à 5 mois à l'intérieur, à moins 20 degrés. Et donc vraiment, les gens sont dehors après. Un grand symbole de ça, c'est tout ce qui est cottage. Tu sais, c'est les résidences secondaires autour des lacs. Et c'est là où les gens passent leurs vacances. Ils vont pas visiter d'autres pays. Ils sont vraiment sur les lacs. Donc déjà, il faut savoir que les Canadiens sont des gens qui vivent dehors. Les Canadiens sont des gens qui vraiment, quand je parle à des Canadiens qui ont 30 ans ou 35 ans, mon époux, typiquement, il me dit, non, mais il y a 15 ans de ça, ou quand j'étais jeune, en hiver, on avait beaucoup plus de neige. Et donc, le Canada, faut savoir une chose aussi, c'est que donc les Canadiens, d'abord, ils regardent la météo tous les jours. Parce que, je te le dis, quand tu sors à moins 20 degrés sans tes gants, tu le fais une fois, tu le fais pas deux. Moi, je le fais une fois, je le fais pas deux fois, tu vois. Donc tu dis c'est une société qui est très proche de la nature, donc je pense qu'ils se sentent très 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 concernés par ce qui se passe. Ils sont très concernés. Il y a aussi le fait que le changement climatique va impacter le Canada d'une manière beaucoup plus importante que d'autres pays. Violente, oui. Non, mais le Canada se réchauffe à un taux qui est 2 fois le taux global. On a des endroits au Canada, en particulier dans le nord, qui se réchauffent à 3 fois le taux global parce qu'on était un pays qui était plus froid en fait. Et on est en train de perdre ça. Et tu le vois, hein, on a eu beaucoup plus d'inondations. Les feux de forêt qu'on a eu, on a eu une canicule et des feux de forêt. Cette année, on a eu plus de 500 morts nous, dans notre canicule en Colombie-Britannique. Donc non, les gens sont très très conscients de ça. Sur ton point, le problème c'est qu'on a une relation très contradictoire parce qu'on a un grand pan de notre économie qui est sur le pétrole, l'automobile, hein, avec le NAFTA et les États-Unis et tout ce qui est bois. Mais les gens travaillent dessus. Après, faut être très clair, hein, le Canada comme dans les autres pays, on a 15 ans de retard. L'idée qu'on avait avant cette année, je voudrais quand même rappeler à tout le monde si des gens sont pas complètement à jour. L'idée et ce que même le Paris Agreement, l'accord de Paris dit, c'est qu'on va arriver à net zéro en 2050. Avant, il y a un rapport qui vient de sortir, l'IPCC, des Nations Unies, qui s'appelle Code rouge pour l'humanité. Je pense que pour la première fois dans ces 18 mois, et alors, les gens qui travaillent, juste pour info, les gens qui travaillent dans le climat pour les 15 dernières années, ils doivent se moquer de moi quand je dis ça, mais c'est la première fois, moi, que j'entendais des gens qui me disent « Ah, mais c'est pas le problème de nos petits-enfants, c'est notre problème. » Et donc là, maintenant, il y a une urgence qui est en train de se passer, mais l'urgence qui s'est déclarée cette année, au final, c'est une urgence qui est quand même nouvelle. Mais est-ce que quand tu prends les trajectoires aujourd'hui données, donc bon, déjà le plus 1,5 on oublie, on va vers le plus 3, plus 4, on est sur des trajectoires très violentes, très brutales, ou qui ne tolèrent pas le compromis. Et aujourd'hui, voilà, c'est là tout l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant dans l'urgence. Et j'ai une question aussi, c'est est-ce que vous, au niveau justement... vous êtes dans l'analyse, etc., de ces choses-là d'un point de vue économique. Est-ce que vous travaillez aussi sur l'après, sur comment on va gérer l'après? Parce que moi, j'entends des gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça pour arrêter les émissions. Ok, les gars, mais projetez-vous dans 20 ans, dans 30 ans. Comment on va vivre avec un plus 3, enfin, même si c'est dans 80 ans, j'en sais rien, mais comment on va vivre avec un plus 3, plus 4 quand tu auras des rivières asséchées, des lacs, des températures extérieures invivables, quand un pays comme le Canada, tu l'as dit, les conditions climatiques vont devenir extrêmes, ça va impacter l'économie. Donc, ok, vous travaillez sur des choses pour arrêter l'hémorragie des émissions, mais est-ce que vous travaillez aussi sur la projection sur l'avenir? Qu'est-ce qu'on met en place pour compenser l'impact justement qu'il y aura et qui sera certainement là, qui va arriver? Comment on travaille là-dessus, sur le futur justement? Alors, en tant que banque, là, si tu penses vraiment, un des noyaux, un des principes vraiment d'une banque, en fait, c'est ce qu'une banque fait, c'est de manager les risques. C'est ce qu'une banque fait, en fait, c'est de manager les risques. Tu sais, je te donne un prêt immobilier parce que je pense que tu vas me rembourser et que même si tu me rembourses pas, j'ai un collatéral dans ta maison. C'est le genre de choses qu'on fait, d'accord? Je donne un prêt à une institution parce que je sais que cette institution a été un score de A+, et donc il y a des bonnes chances de me rembourser, et je donne un prêt à une institution qui a un score de B à un taux plus grand parce que je prends plus de risques. Donc vraiment, en fait, le job d'une banque, c'est de comprendre le risque et de manager le risque. Donc absolument, c'est quelque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pas juste RBC, hein, il y a des coalitions de banques qui sont en train de créer ce qu'on appelle des frameworks. Donc il y a 2-3 frameworks que les gens peut-être connaissent, mais on a ce qu'on appelle, un des plus importants, c'est le TCFD framework,
Donc qui est vraiment c'est la task force, c'est en termes de financial disclosure. Donc on est vraiment en train aujourd'hui de faire 2-3 choses. D'abord, on est en train de créer les méthodologies qui vont nous permettre de rapporter en termes de banque quelles sont les émissions qu'on est en train de financer. D'accord? Donc par exemple, à ton point, on les a pas encore. Les méthodologies sont vraiment en train d'être créées. On a une partie des méthodologies, mais on est en train avec l'urgence qui est en train de se créer, on est tout le temps en train de renouveler ces méthodologies. Mais c'est l'idée de dire à quel point une banque contribue au phénomène d'émission de gaz naturel, par exemple. Mise en place des métriques, c'est savoir que mise en place de métriques, c'est une partie okay. de ça. La deuxième partie qui est aussi importante, c'est de comprendre effectivement c'est quoi le risque plus tard, parce que ça impacte à nouveau une banque. S'il y a plus d'inondations, ça impacte la valeur de ta maison potentiellement. Ça, s'il y a plus d'inondations ou s'il y a plus de sécheresse, ça va impacter le secteur agricole. Ça va aussi impacter le secteur agricole parce que, guess what, c'est pas juste le CO2 qu'on a besoin d'arrêter, c'est le méthane. Et une des plus grosses sources du méthane, c'est les vaches et les porcs pour la consommation humaine. Donc il y a énormément d'impacts comme ça. Donc il y a une des grandes fonctions d'une banque et une des grandes équipes des banques en général, c'est les équipes qui étudient le risque. Et donc on a effectivement beaucoup de gens qui sont en train de créer de l'expertise en termes de c'est quoi les risques de ce changement-là dans un scénario. Alors je vais être honnête, avant IPCC, les scénarios qu'on regardait, c'était 1,5 degrés, 2 degrés, 2,5 degrés. Maintenant, on va devoir recréer ces scénarios à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés potentiellement. Mais effectivement, typiquement, on étudie 2 types de risques. On étudie les risques physiques. Donc, comme je l'ai dit, plus de sécheresse, plus d'inondations. Qu'est-ce que ça veut dire pour ta maison? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un agriculteur? Et on étudie aussi les risques de transition. Genre, si tu veux transitionner de point A à point B, mais quels sont les risques? Qu'est-ce que tu risques de perdre de l'argent ici, mais tu risques de perdre plus d'argent de ce côté-là, etc. Donc, il y a les risques physiques et les risques de transition. Et c'est quelque chose qu'on fait. Après, le problème et après, est-ce que ça aide à la prise de décision, justement, de faire ces évaluations? J'imagine que l'objectif de métrique, c'est justement aider à la prise de décision. Sous quelle échéance vous pensez être opérationnel et pouvoir orienter efficacement l'économie sur des trajectoires justement? Pour avoir travaillé depuis 18 mois dessus, ce que je peux te dire, c'est que nous, par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'en 2018-2019, il y a vraiment commencé à avoir beaucoup plus de questions et beaucoup plus de mouvements de notre côté. Et on pensait vraiment que 2020, c'était l'année où on allait pousser beaucoup plus de choses. Et Covid est arrivé. Et si tu regardes typiquement quand on fait des recherches en termes, tu sais, les recherches Ipsos que tu peux faire en France, qu'on fait de la même manière au Canada, le changement climatique, les sondages Ipsos, le changement climatique en 2018 ou en 2019 était probablement numéro 2 en termes de préoccupation canadienne. Là, avec Covid, on est retombé au numéro 6. Ah, mais c'est fou. Moi, je me rappelle dans le climat, le réchauffement climatique, pré-Covid, on n'entendait que ça. C'était l'urgence. Et dans un sens, tant mieux. Des fois, c'était un peu trop parce que c'était très anxiogène. Covid est arrivé. On a l'impression que la question climatique est passée à la trappe. Et là, boum, on est rattrapé par la réalité. Un dernier rapport du GIEC. C'est ça. Grosse claque dans la figure de tout le monde. Faut être très clair, hein. On n'a pas besoin d'un net zéro par 2050. On a besoin d'un net zéro pour la 2040, etc. Après, je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante. Je pense que, alors ça va être mon côté très maintenant nord-américain, d'engager positivement pour référer au début du podcast. Mais non, mais c'est exactement ça. À un moment donné, il faut traiter la question climatique aussi d'une façon positive et concrète. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien en discuter avec des ingénieurs, parce qu'à un moment donné, on est dans le concret, on n'est plus dans le dogmatisme ni dans l'anxiété ou le survival mode, quoi. C'est notre problème. Maintenant, c'est le problème de notre vie. C'est pas le problème de nos petits enfants. Je pense qu'au final, il y a un truc qui est très intéressant avec Covid. Alors après, ça peut être une magnifique opportunité, ou alors on va rater le coche. Mais Covid a créé une situation où on a besoin de reconstruire. Si on n'est pas capable de reconstruire d'une manière verte, et si par exemple on met tout notre argent dans les industries
qui sont des industries pollutrices, sans penser à la transition, on est tous morts. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est fini, quoi. On va tous prendre 5 degrés dans la gueule et puis c'est fini. Et je pense qu'au final, d'une manière assez bizarre, quand tu penses à 2020 où on parlait de Greta Thunberg, où Greta Thunberg elle arrivait et elle pointait le doigt aux gens en disant faut qu'on arrête de faire ça, et les gens disaient oh mais attends, on peut pas faire ça, l'économie. Bon bah l'économie a été détruite par Covid, on a besoin de la reconstruire. C'est une magnifique opportunité pour la reconstruire d'une manière beaucoup plus verte au final. Et tu le sens, toi, d'un point de vue, je veux dire, tous les jours, à la table des rois, à la table des financiers, et tu le sens, ce changement l'urgence est comprise, enfin? Alors l'urgence est comprise par certains, et l'urgence n'est pas comprise par d'autres. J'ai travaillé avec un nombre d'exécutifs dans ma banque. Et je pense que c'est le cas dans toutes les banques. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont passionnés par ça. Et j'ai travaillé avec des gens qui sont passionnés par ça. Et juste pour information, au final, ça fait 5 ou 10 ans qu'ils travaillent dessus. Et on a vraiment des gens qui sont experts et qui ont réussi à engager de manière positive et qui ont créé des opportunités business au final autour des questions de sustainabilité. Après, faut être aussi clair, on a toujours des exécutifs qui font ce qu'on appelle du greenwashing. Tu sais, où on se dit, bon, je vais le positionner d'une manière marketing un peu, et puis on sera tranquille et on sera capable de défendre nos positions. On a des gens qui vraiment comprennent pas en fait que c'est le travail de tout le monde. Après, voilà, d'abord, on a besoin d'éduquer tout le monde. Je pense que si tu demandes à plein de gens, ça veut dire quoi avoir 10 degrés de plus? C'est quoi l'impact dans ta vie? C'est quoi l'impact dans ton assiette? C'est quoi l'impact pour ton véhicule? C'est quoi l'impact pour ton internet? Il y a plein de gens qui savent pas aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a une grosse partie d'éducation. Moi, je suis très... j'essaye de rester positive. C'est le genre de... Travailler dans la sustainabilité, c'est le genre de travail qui te force à créer énormément de résilience émotionnelle. Parce que c'est le genre de travail où... Tu te rappelles quand je te disais, il faut engager avec la vision de la fin et de dire aux gens, c'est là que je veux être. Le climat, typiquement, en particulier quand tu parles dans une compagnie, quand tu parles à des exécutifs qui ont quand même, leur objectif premier, c'est aussi de faire en sorte que leur compagnie survive, et pour survivre, quand tu es une compagnie, il faut que tu fasses de l'argent à un moment ou à un autre. Et j'en parlais encore avec d'autres amis qui sont dans le secteur de l'énergie. On en est tous là. Il faut éduquer les gens. Moi, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des campagnes comme pour la sécurité routière, mais sur la sécurité écologique et énergétique, que le débat soit pas monopolisé en permanence par une frange extrême qui te fait croire que la solution, c'est de construire des yourtes et de manger du foin toute la journée. Non, c'est pas ça qui fera. Ça a peut-être un petit impact, mais c'est pas comme ça qu'on changera les mentalités des gens, parce que tu leur fais peur. Donc il faut de l'éducation pragmatique. Voilà. Et après, moi, comme n'importe quel citoyen, je pense qu'il y a vraiment 2 forces qui vont aider. C'est absolument d'abord la classe politique, donc voter. Et vous n'avez pas besoin de voter pour les Verts, c'est pas ce que je veux dire, mais faut voter d'abord. Et il faut vraiment en fait regarder quelles sont les implications de certaines décisions politiques. Et après, je pense qu'il y a vraiment un truc. Les compagnies, en fait, souvent sont celles qui créent le momentum dans le gouvernement. Et donc, il y a plein d'opportunités pour les gens pour demander à leur compagnie, vous faites quoi en termes de supply chain? Vous faites quoi en termes d'électricité? Vous faites quoi en termes de pour nous, pour les banques, c'est vous faites quoi en termes de financement? Et typiquement, comme je le disais, en termes de financement, moi, si j'arrive et que je dis à mes exécutifs, je veux qu'on arrête de financer tout ce qui est fossil fuel et tout ce qui est industrie pétrolière. Ok, je vais avoir zéro. Personne va voter pour ça. Ouais, mais si j'arrive, on te suit. Quelle idée super. On y va. Super. Mais si j'arrive et je dis, c'est ça. Mais si j'arrive et je dis, pour chaque dollar qu'on finance dans les industries qui sont des industries de fossil fuel, est-ce qu'on peut avoir $1 financé en termes de clean tech? Ça devient complètement différent comme discussion. Donc, il y a des manières d'engager ces compagnies et de garder ces compagnies honnêtes et de leur dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Moi, l'avantage j'ai énormément de chance dans le travail que je fais aujourd'hui parce que j'ai parlé avec des gens dans toutes les fonctions de la banque et j'ai parlé avec des gens qui sont passionnés et des gens qui ont bougé des choses.
Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, vous savez quoi? Je vais proposer un autre produit. Je vais proposer une autre manière de le faire. Je vais proposer une nouvelle méthodologie. Et qui ont fait le travail de la base. Le travail et les résultats, les progrès que j'ai vus et que je vois aujourd'hui en termes de RBC, c'est pas des progrès qui sont venus que du top, hein. C'est pas genre, et alors attention, notre CEO, pour info, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné quand il s'agit d'avoir une vision et d'avoir un impact sur tes communautés. Notre vision statement à RBC, c'est help your clients thrive and your community prosper. Donc on a vraiment une idée d'avoir un impact sur ta communauté et d'avoir un impact positif sur ta communauté. Donc on a un CEO qui est très très positif là-dessus. On a un CEO qui fait en sorte qui va parler en fait de l'impact du changement climatique quand il va faire sa présentation annuelle aux actionnaires. Donc ça arrive pas souvent, mais la vérité c'est que ça peut pas venir que de lui. Et donc dans n'importe quelle compagnie, à n'importe quel niveau, moi j'ai parlé à des gens qui ont fait des choses, qui ont poussé des projets parce qu'ils voulaient le pousser en fait, parce qu'ils disaient c'est la bonne chose à faire. Et ensuite ce que tu fais c'est que tu vas dans ton process d'approuvement où tu te rends compte qu'il faut que tu crées un business case, qu'il faut que tu crées une histoire qui va amener les gens avec toi et ce genre de choses. Mais ça commence par toi dans ton entreprise au quotidien. T'as tout à fait raison. Et ça conclura notre échange justement. Et ça, pour moi, tout ce qu'on vient de dire, ça donne des perspectives très concrètes à tous les ingénieurs, hommes, femmes, et quelle que soit leur spécialité, pour travailler dans des métiers qui vont influencer justement et qui vont aider à participer à ces mécanismes d'évaluation statistique, de transformation dans la mécanique, etc. Tu confirmes? Ah oui, non, mais écoute, entre ça, moi, les deux grosses tendances où je vois de très belles opportunités pour les ingénieurs, c'est effectivement tout ce qui est en termes de sustainability et changement climatique, tout ce qui est données, hein, les big data, etc. On est vraiment dans un monde aujourd'hui où, moi, je me rappelle, et des fois, je fais une blague à certains de mes collègues aujourd'hui où je leur dis, moi, j'ai fait un master spécialisé en business parce que j'avais vraiment l'impression que être ingénieur, ça allait me mettre dans une petite boîte. Et aujourd'hui, je me rends compte au final que mon génie mathématique, genre moi j'ai des collègues maintenant qui travaillent dans big data, qui travaillent sur des trucs qui sont vraiment qui vont vraiment définir le futur. Donc il y a un côté un peu revenge of the nerds, je trouve, dans les années 2010-2020 qui vont être très intéressantes. Donc non, il y a énormément d'opportunités. La sustainabilité, le climat, le changement climatique, c'est ce qui va définir les 15 et les 20 prochaines années, pas juste sur les choses dont on a besoin de faire, mais les nouvelles opportunités de business. Si t'es capable de transformer aujourd'hui et d'être dans une compagnie qui crée des nouveaux systèmes de séquestration de carbone, des nouveaux systèmes pour enlever du méthane, des nouvelles énergies du type hydrogène, etc. C'est bon quoi. On en parlait. C'est le futur. Tu t'écouteras, je sais pas si tu l'as encore fait, et si tu l'as pas fait, c'est pas bien. Le premier épisode que j'ai enregistré avec Franck Neal, donc Franck est au bord de OMV Petrom, une compagnie pétrolière en Roumanie, et Franck m'expliquait, il expliquait à tout le monde que justement la connaissance technique de tous les gens qui travaillent dans le oil and gas aujourd'hui va être une clé justement de la transformation. On va utiliser toutes ces compétences d'ingénieur justement pour mettre en place des nouvelles énergies, etc. Donc voilà, c'est tout s'imbrique ensemble et on a besoin d'ingénieurs, que ce soit dans la mécanique, dans l'énergie, dans les mathématiques, dans les statistiques, l'analyse des data, etc. Et je pense qu'Axel vient de nous faire une superbe démonstration. Axel, on va clôturer l'échange. Il a été super dense, super intéressant. J'ai beaucoup apprécié toute ton énergie, toutes les choses que tu as à dire. Voilà, continue comme ça. Mets toute ton énergie. Aide-nous à sauver le monde. Ça sera la conclusion. Non, mais écoute, d'abord, non, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Et oui, non, s'il y a vraiment un message, c'est il y a vraiment des opportunités phénoménales pour les ingénieurs et toute cette science, c'est vraiment ce qui va nous sauver. Donc, si tout le monde pouvait travailler là-dessus, ce serait sympa. La clé de voûte, ce sera ça, ouais, exactement. Merci Axel. Merci beaucoup Mathieu. Bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On n'oublie pas de noter le podcast, de me laisser un commentaire. Vous pouvez même m'envoyer un email pour me faire part de vos remarques.
Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre super interview en direct de Paris cette fois. À très bientôt.